C'est une claque monumentale qui prend aux tripes dès les premières minutes. Qu'on l'écoute en livre audio avec l'intensité d'une confidence murmurée dans le noir, ou qu'on le dévore sur papier, ce livre est extraordinaire. On parle aujourd'hui du Prince et de cet autre texte immense, les discours sur la première décade de Tite-Live de Nicolas Machiavel. Notre exploration est une plongée vertigineuse au cœur de la psychologie brute de la domination humaine. L'ambiance générale est totalement glaçante. Machiavel, cet homme à l'intelligence aiguisée, nous jette direct dans l'arène politique la plus sanglante. On se retrouve instantanément au milieu des complots et des trahisons de la Renaissance. Le grand paradoxe de toute cette histoire est bluffant. Ce manuel de survie, souvent vu comme le guide du parfait tyran, a été écrit par un défenseur acharné de la liberté républicaine. C'est complètement fou quand on y pense, non ? Complètement, d'autant plus que les enjeux à ce moment-là sont vitaux. Il est question de sauver sa propre peau dans une Italie en plein effondrement. C'est une question de survie immédiate. Oui, parce qu'il faut bien se représenter l'Italie du XVIe siècle. C'est pas du tout un pays unifié. C'est un véritable carnage géopolitique avec des cités-États comme Florence, Milan, Venise, qui passent leur temps à s'entre-déchirer. Ah ça, c'est un bourbier total. Et au milieu de tout ça, Machiavel n'est pas du tout un théoricien enfermé dans son bureau. Pendant plus de 10 ans, il a les mains dans le cambouis. Il est diplomate pour la République de Florence. Il négocie avec le roi de France. Il observe les manœuvres des papes. Il connaît l'odeur de la poudre. Mais tout bascule en 1512. Les Médicis, cette famille surpuissante, reprennent Florence par la force. Et là, c'est la fin de tout pour lui. Il perd son poste, il est accusé de complot, jeté au fond d'un cachot et atrocement torturé. Le supplice de l'estrapade, oui, les bras disloqués. C'est une déchéance absolue. Après ça, il est exilé dans une petite ferme misérable à San Casciano, loin du pouvoir, loin de tout. Et de ce désespoir immense naît une scène presque magique. Il raconte ça dans une lettre très célèbre à un ami. Le jour, il s'engueule avec des bûcherons, il joue aux cartes dans une auberge de campagne pour quelques centimes, l'ennui total. Mais le soir venu, tout change. C'est magnifique. Il raconte qu'il rentre chez lui, il enlève ses vêtements de la journée, couverts de boue, et il enfile ses vieux habits de cour, majestueux, ses habits d'ambassadeur. Et ainsi paraît, il dit entrer dans le sanctuaire antique des grands hommes. Il ouvre ses livres d'histoire romaine, il se met à dialoguer avec les empereurs de l'Antiquité. Il leur demande pourquoi ils ont fait la guerre, comment ils ont régné, et il écoute leurs réponses. Exactement. Et c'est de ce dialogue fantasmé, dans la solitude absolue de son exil, que jaillit le prince. Il écrit avec une urgence folle pour prouver sa valeur aux Médicis et espérer retrouver un rôle politique. Face au chaos de son époque, il pose tout de suite deux concepts de base qui vont dominer toute sa pensée. La fortuna et la virtu. Et attention, il ne faut surtout pas comprendre ça comme la fortune matérielle ou la vertu religieuse. Non, rien à voir. Machiavel utilise une métaphore terrifiante pour la fortuna. Il la compare à un de ses fleuves impétueux. Quand le hasard ou la fatalité se met en colère, c'est un torrent d'eau qui inonde les plaines, qui arrache les arbres et détruit tout sur son passage. C'est le destin aveugle, en fait. Les invasions surprises, les crises soudaines. Et prier sur la rive ne fait pas baisser le niveau de l'eau. C'est là qu'entre en jeu la vertu. Totalement. La vertu, c'est l'énergie pure. C'est le courage physique, la ruse, la capacité d'adaptation. Pour reprendre l'image du fleuve, la vertu, c'est l'art politique de construire des digues et des canaux pendant qu'il fait encore beau. Pour canaliser la crise quand elle frappe. Ce qui est dingue, c'est que ces deux forces sont totalement dépendantes l'une de l'autre. Il donne l'exemple de Moïse ou de Romulus. Des exemples massifs. Moïse avait une vertu immense, un talent inouï. Mais s'il n'avait pas trouvé les Israélites en plein désespoir, réduits en esclavage en Égypte, il n'aurait jamais pu révéler cette force. Pareil pour Romulus. S'il n'avait pas été abandonné à la naissance, il n'aurait jamais ressenti le besoin brûlant de fonder Rome. L'occasion dramatique de la fortuna donne un sens à l'action de la vertu. C'est ça. Mais il faut forcer le destin. Machiavel a une deuxième métaphore pour la fortuna, beaucoup plus dure et ancrée dans son époque. Il la décrit comme une femme qui céderait plus facilement à la violence, à la rudesse et à l'impétuosité des jeunes hommes audacieux. Ça claque comme image, ça choque même. Mais ça montre bien sa vision implacable. En politique, attendre sagement que la tempête passe est une condamnation à mort. L'arène n'appartient jamais aux timides. Ce qui nous amène directement à sa vision du bon dirigeant. Et là encore, il utilise une image mythologique géniale. Chiron, le centaure. Une créature moitié homme, moitié bête. Les lois humaines, la diplomatie, c'est la part de l'homme. Mais face à la brutalité du réel, ça ne suffit pas.
Le dirigeant doit puiser dans sa part animale pour survivre. Absolument. Et dans cette nature bestiale, Machiavel explique qu'il faut alterner en permanence entre le lion et le renard. C'est vital. Le lion incarne la force pure. C'est pour terroriser les loups qui rôdent autour du pouvoir. Le renard, lui, représente la ruse parfaite pour détecter les pièges invisibles. Un dirigeant qui se contente d'être un lion finit toujours par tomber dans un piège intellectuel. Et un dirigeant qui n'est qu'un renard se fera écraser militairement par plus fort que lui. Il faut être d'une souplesse absolue. Mentir, simuler la compassion, faire semblant d'être pieux si c'est utile. La rompre ses promesses à la seconde où la sécurité du pays est en jeu. Ce refus total de la morale traditionnelle se voit à travers des histoires glaçantes. Celle de César Borgia est sans doute la plus marquante. Ah, Borgia, Machiavel l'a beaucoup observé. Borgia vient de conquérir la Romagne, une région plongée dans l'anarchie contrôlée par des seigneurs de la guerre. Il y a un problème majeur pour lui. Bah oui, s'il se montre doux, la région reste un repère de bandits. S'il y va lui-même pour exécuter les rebelles, il va se faire haïr par la population. Du coup, Borgia a une idée redoutable. Il envoie son lieutenant, Ramiro d'Orco, un homme connu pour son absence totale de pitié. D'Orco fait le sale travail. Il pacifie la Romagne par la terreur et des exécutions massives. L'ordre revient, mais le peuple commence à développer une haine féroce. Et c'est là que le piège de Borgia se referme. Un matin, les habitants se réveillent et trouvent Ramiro d'Orco coupé littéralement en deux sur la place publique de Cézanne. Avec un billot de bois et un couteau ensanglanté posé à côté. La mise en scène est effroyable. Mais l'effet politique est magique. Borgia dit au peuple, en substance, que ces atrocités étaient l'œuvre d'un monstre et qu'il vient de les venger. La population est à la fois soulagée par cette vengeance et totalement terrifiée par la puissance de Borgia. C'est la théorie froide de la cruauté bien utilisée. Il affirme que si la violence est inévitable pour stabiliser un territoire, elle doit être frappée d'un seul coup massif. La terreur, bien ciblée et instantanée, s'oublie vite dès que la paix s'installe. Les violences au compte-gouttes, elles, entretiennent une haine éternelle. Ça pose l'éternelle question de Machiavel. Est-ce qu'il vaut mieux être aimé ou craint par son peuple? L'idéal absolu serait les deux. Mais si le réel exige de choisir, la crainte est une assurance-vie infiniment plus solide que l'amour. L'amour est volage, basé sur l'intérêt. La peur du châtiment, en revanche, ne disparaît jamais. Mais attention, il y a une ligne rouge absolue. Une règle de survie que Machiavel martèle. Le dirigeant peut être craint, il doit l'être, mais il ne doit jamais devenir haï. La haine est le moteur des révolutions. Un dirigeant haï finit toujours par tomber. Et pour éviter cette haine, la consigne est d'un cynisme incroyable. On ne touche ni aux femmes des sujets, ni surtout à leurs biens. Sa phrase est d'une lucidité blessante. Les hommes oublient plus vite la mort de leur père que la perte de leur héritage. L'exécution politique s'estompe. Mais la terre confisquée, c'est une rancune qui se lègue de génération en génération. C'est un instinct de survie qui s'applique aussi à la guerre. Machiavel a une vision hyper agressive des relations internationales. Pour lui, la paix n'est qu'une trêve avant le prochain assaut. D'ailleurs, c'est assez savoureux de voir le mépris absolu qu'il porte aux mercenaires de son époque. Les fameux condottières. Il les détestait. Il les tenait pour responsables de la fragilité de toute l'Italie. C'étaient des armées privées, payées à prix d'or, qui avaient inventé des règles absurdes pour éviter de mourir. On croirait lire l'histoire de soldats en grève perpétuelle. Ils refusaient de combattre en hiver à cause du froid, et sur les champs de bataille, ils évitaient de s'entretuer. Ils se faisaient prisonniers les uns les autres pour se relâcher ensuite. C'était un théâtre ridicule. Pour lui, un État qui dépend de troupes motivées par l'argent est un État déjà mort. La seule voie possible, c'est l'armée nationale. Des citoyens qui défendent leur propre famille. Et le chef de l'État doit être le premier des militaires. Machiavel insiste pour qu'il ne s'amollisse pas dans le confort. Il doit chasser en permanence, pas pour le loisir, mais pour étudier la topographie de son pays. Mémoriser la profondeur des marécages, la hauteur des collines, repérer les vallées, penser son propre territoire comme le prochain champ de bataille. C'est la virtu en action ininterrompue. Mais c'est précisément ici, en plein cœur de cette mécanique froide, que l'histoire prend un virage spectaculaire. Quand on se penche sur les discours sur la première décade de Tite-Live, le masque du dictateur tombe complètement. On y découvre le vrai visage de Machiavel, un penseur viscéralement républicain. Il n'y a aucune contradiction avec le prince, en fait. C'est juste une question de chronologie et d'urgence.
Le prince, c'est le traitement de choc pour un État en ruine. Il faut la brutalité d'un seul homme pour sortir du chaos. Mais une fois le calme revenu, Une fois la stabilité assurée, le pouvoir absolu devient toxique. Un dirigeant seul vieillit, s'entoure de flatteurs et finit par détruire ce qu'il a bâti. Pour qu'une nation traverse les siècles, la dictature doit laisser place aux institutions républicaines. ce qui est fascinant, c'est son analyse du conflit social. À l'époque, la pensée classique disait que les luttes sociales et les émeutes étaient le poison qui détruisait les sociétés. Lui, il regarde la Rome antique et il dit l'inverse absolu. L'éloge du conflit, c'est révolutionnaire. Il montre que la lutte constante entre les puissants qui veulent dominer et la plèbe qui refuse d'être opprimée est le véritable moteur de la liberté. De ces blocages et de ces frictions naissent les bonnes lois. Le conflit canalisé par de solides institutions garantit la santé du pays. Il va même écrire, contre tous les préjugés de la noblesse, que la multitude est plus sage et plus constante qu'un prince. Confier le débat politique au peuple, réuni en assemblée, c'est un filtre bien plus sûr contre les mauvaises décisions qu'un monarque seul dans son palais. C'est cette vision double qui fonde vraiment la science politique moderne. L'efficacité brutale d'un côté et la sagesse collective de l'autre. Tout ça nous laisse avec une question énorme, extrêmement troublante pour notre époque moderne. Si la politique, c'est la maîtrise de la fortuna, cette tempête imprévisible, on est en droit de se demander à quoi ressemble ce fleuve impétueux aujourd'hui. On pense forcément aux algorithmes opaques, à la désinformation de masse générée instantanément, aux réseaux sociaux. Exactement, un fleuve numérique incontrôlable, capable de déclencher des paniques boursières ou de faire vaciller des démocraties en quelques heures à peine. Face à cette volatilité permanente, les dirigeants actuels n'ont sans doute jamais eu autant besoin d'être de véritables renards. Manipuler les flux numériques, simuler l'authenticité pour créer une illusion totale de contrôle et de légitimité. C'est un théâtre mondialisé que Machiavel regarderait sans doute avec un sourire en coin. Mais je ne vous révélerai pas comment s'achève ce grand théâtre du pouvoir. Non, pour saisir toutes les nuances de cette mécanique froide et brutale, il ne reste plus qu'une chose à faire. Il faut plonger tête la première dans les pages du livre par soi-même. Tiens, justement, ça me fait penser, j'ai une bonne nouvelle pour vous qui nous écoutez. Ce livre est disponible sur Audible et vous pouvez le récupérer gratuitement en cliquant sur le premier lien dans la description. L'idée, c'est vraiment des narrations très immersives. Une narration professionnelle, bien incarnée, ça change absolument tout. La personne ne fait pas que lire, elle interprète, elle donne vie au texte. Ah tiens, super, en plus de la vidéo, il y a un livre audio. Si on veut juste le livre, le lien pour récupérer votre livre audio se trouve dans la description de la vidéo. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Pour ma part, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée ou une agréable soirée et à très vite.